Il y a évidemment ce à quoi on aspire, on a forcément un idéal en tête, et puis il y a le réel qui nous impose aussi ses règles, il faut composer avec, alors des fois on y arrive et c'est fabuleux, et puis des fois on se rend compte qu'il va falloir prendre un petit chemin de traverse. Est-ce que pour Paris 2024, est-ce que pour Los Angeles, pour l'édition suivante, on pourra encore faire des études de bon niveau et être médaillé mondial ? Je pense que c'est deux systèmes et deux logiques qui à un moment donné vont rentrer en concurrence et qui vont s'opposer parce que jusqu'à m'imposer en équipe de France. Ça a été très très long. Alors aujourd'hui on voit les résultats actuels, mais souvent on oublie comment l'ascension s'est faite. Je pense le système français sait encore faire. On est loin de l'usine à champions à l'américaine. C'est-à-dire que pour toucher les aides, il faut déjà être performant. Tout ça, ça te met même pas à l'abri de la pauvreté, quoi. Je veux dire. Salut les sportifs, c'est Hermano. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. L'objectif de ce podcast est de vous en dire plus sur les méthodes que mettent en place les sportifs de haut niveau pour pouvoir réussir à financer leur carrière et toute la résilience dont ils font preuve. Dans cet épisode, je vous propose l'interview d'un sportif plus si jeune que ça, qui pratique un sport un peu confidentiel et pourtant c'est l'un des sports fondateurs des Jeux Olympiques modernes. Je vous propose de parler avec un rameur, ces sportifs qui pratiquent l'aviron. Après avoir reçu Jérémy Azou, qui a ouvert cette série sur les rameurs, je vous propose maintenant l'interview de Mathieu Androdias. Mathieu est un sportif qui s'est énormément ouvert pendant cet épisode. C'est un sportif honnête, franc, qui a dit ce qu'il avait à dire sur la fédération, sur son sport, la préparation, sur l'encadrement des sportifs de haut niveau en France. Avec Mathieu, nous avons évidemment parlé du confinement, puisque cet épisode et la série de 6 épisodes encore à venir a été enregistrée pendant le confinement. Oui, je sais, j'ai énormément de retard dans la publication de mes épisodes, mais comme vous l'entendrez dans celui-ci, je prépare l'arrivée du 4e. Eh bien, les journées sont bien chargées. Je vais vous proposer l'interview de Mathieu Androdias, qui revient avec nous sur ses débuts dans ce sport, sur son double projet qui était sport et grande école d'ingénieur, et puis après, comment est-ce qu'il a fait avec son coéquipier monter ses premiers dossiers de sponsoring. Pour ne manquer aucun épisode, cliquez sur abonner dans votre lecteur de podcast favori. Et pour me dire à quel point vous avez apprécié ce podcast, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire ou une revue. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Mathieu. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. À ce micro, vous le savez, j'ai commencé une série sur les apnéistes, mais je vais continuer aussi cette fois-ci avec les rameurs. Pas ces petites machines sur lesquelles on s'entraîne, mais plutôt ces gens qui pratiquent la rame. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir monsieur Mathieu Androdias. Salut Mathieu. Salut Hermano, bonjour à tous. Mathieu, comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute bien, je suis rentré dans la phase d'acceptation du confinement qui a été au début très très compliqué, beaucoup de flou, et ça a été le cas pour tous mes collègues athlètes, notamment par rapport au jeu, par rapport à ce qu'allait devenir notre saison. Là, on y voit un petit peu plus clair, même si le chemin n'est pas complètement dégagé, et je pense que la grosse étape pour moi, ça a été l'acceptation de ce que je ne peux pas contrôler pour me recentrer sur ce qui dépend de moi. Et il y en a encore beaucoup. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, donc ça se passe mieux. On en reviendra dans le cadre de cet épisode, mais en plus, je crois que tu n'es pas tout seul dans le cadre de ton sport. Enfin, on va y revenir. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis que ça va mieux depuis que tu es passé par cette phase d'acceptation du confinement. À ce micro, il y a quelques semaines, j'avais Pierre Frola qui, lui, me disait la même chose, mais par rapport au financement de sa carrière. Ça allait mieux du jour où il a accepté que de toute façon, c'est comme ça. Il faut qu'il se débrouille pour faire son sport et puis il ne sera pas millionnaire. Tout passe finalement par une phase d'acceptation, quelles que soient les étapes dans la vie d'un sportif. Ouais, c'est, je pense, une histoire de posture. Il y a évidemment ce à quoi on aspire. On a forcément un idéal en tête. Et puis il y a le réel. Il y a le réel qui nous impose aussi ses règles. Il faut composer avec. Alors des fois on y arrive et c'est fabuleux. Et puis des fois, on se rend compte qu'il va falloir prendre un petit chemin de traverse. Ça, c'est plutôt ma spécialité. Donc, et on arrive aussi à de très très belles choses et on ne démérite pas pour autant. Donc oui, il y a une posture sans être fataliste, en se disant que de toute façon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Au contraire, je pense que c'est
très intelligent de passer par cette posture d'acceptation. Ouais, on rejoint un petit peu les sujets très à la mode, entre guillemets, en ce moment. Préparation mentale, visualisation, tout ce genre de choses où justement, on essaie de travailler sur l'acceptation. Là, je faisais un parallèle sur d'autres podcasts sportifs que j'anime. En tout cas, je vois qu'on est en phase sur ce point-là. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet du podcast qui se consacre au financement des carrières de sportifs de haut niveau, j'aimerais qu'on parle de toi. Qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as fait avant et quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme. Alors, pour commencer, donc je suis Mathieu Androdias, j'ai bientôt 30 ans. Je fais de l'aviron depuis que j'ai une quinzaine d'années, donc c'est pas, je suis pas tombé dans le bateau à la naissance, quoi. C'est vraiment, ça a été un cheminement qui m'a amené à ce sport assez confidentiel. Personne dans ma famille le faisait, personne ne le connaissait trop, à part son statut de sport olympique, qui est un des sports fondateurs des Jeux modernes. À part ça, on n'en savait pas grand-chose. Et donc j'ai commencé ce sport, on va dire, sans grandes ambitions de compétition. Je pense qu'à cet âge-là, on pense juste à s'amuser. Moi, j'étais très sport, je faisais beaucoup de sport. Avant ça, judo, foot, tennis, un peu de rugby, ouais, un peu touche à tout. Et puis ça a été quand même une petite révélation. Mais je pense que plus que le sport, ce sont les gens qui le font qui m'ont accroché. J'ai vraiment rencontré des personnes assez exceptionnelles sur mon parcours. On va peut-être y revenir. Et puis j'ai monté les étapes, quoi. Finalement, assez rapidement, je suis arrivé en 3 ans au titre national junior, puis l'équipe de France. Et voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça s'est construit. Alors ça paraît simple, mais j'ai quand même connu beaucoup plus de murs dans la figure que de médailles. Mais bon, un peu comme tous les sportifs. Et puis en parallèle de ça, puisque dans ma famille l'éducation était quelque chose de très important. J'ai bien compris que de toute façon, le sport ne prendrait pas le pas sur le professionnel, en tout cas dans un premier temps. Donc j'ai fait un bac classique S, et puis j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait l'INSA à Toulouse, qui justement permettait à ce genre de profil de sportif de pouvoir faire les deux à la fois. Donc ça, c'était un pari qui m'a bien tenté. Et puis, je me suis lancé dans cette aventure-là qui a duré plus que les 5 années habituellement qui sont passées dans cette école. Donc, j'ai aménagé mon cursus pour ressortir avec mon diplôme. Donc, actuellement, je suis employé par une entreprise basée à Lyon qui s'appelle Atos et qui me détache pour pouvoir m'entraîner. Donc, il a fallu très tôt, au lycée, à l'INSA dans mes études supérieures et aujourd'hui dans mon boulot, composer avec ces deux projets-là qui se sont nourris quand même au fur et à mesure. Comme l'a fait Alexandra Recchia, je le rappelle, j'ai reçu sur ce podcast aussi, quintuple championne du monde de karaté en moins de 55 kilos, avocate qui, pour des raisons propres à la fédération, a dû faire un peu un trait sur sa carrière professionnelle pour l'instant pour aller aux JO. Et d'ailleurs, comme beaucoup, pas de chance, les JO sont reportés, mais enfin, voilà, ça c'est un autre sujet. Tu valides un petit peu cette fameuse expression qu'a repris la marque américaine ASICS, donc Anima Sane in Corpore Sano, un esprit sain dans un corps sain. Donc une tête bien faite dans un corps bien musclé. Moi je crois en ce double projet parce que de toute façon, moi en tant que sport amateur, ça a jamais été, il n'y a jamais eu d'autre option. Il n'a jamais été question à un moment donné d'abandonner les études puisque mon sport ne me rapportait rien. Mais je suis quand même un petit peu inquiet pour ce modèle parce que le sport bougeait énormément. Certains sports, depuis déjà des années, ont fait leur transition vers la professionnalisation et les petits sports, les sports mineurs comme le nôtre, sont en train aussi de le faire. Au moins, on est contraint, je pense, à un moment donné, de le faire par nos adversaires à l'étranger, tout simplement, qui se professionnalisent de plus en plus et qui donc s'entraînent plus, mieux. Je veux dire, à un moment donné, la différence se voit et va s'accentuer. Donc j'ai un peu peur. Est-ce que pour Paris 2024, est-ce que pour Los Angeles, pour l'édition suivante, on pourra encore faire des études de bon niveau et être médaillé mondial? Je pense que c'est deux systèmes et deux logiques qui, à un moment donné, vont rentrer en concurrence et qui vont s'opposer parce que il y a deux logiques qui sont propres et qui demandent beaucoup de temps. Donc, et l'aviron fait partie de ces sports qui est en train de changer et qui va, je pense, devenir une pratique exclusive dans peu de temps si on veut faire des résultats. Ce qui va un peu à contre-courant de ce qu'a essayé de mettre en place le ministère des Sports depuis quelques années, où on en a parlé avec d'autres invités. Ils incitent quand même à ce double projet, que ce soit un projet professionnel et sport, études et sport.
dans tous les cas, c'est sport plus quelque chose où il favorise un peu plus les athlètes qui s'engagent justement dans une double voie. Bon, mais on avance un petit peu trop vite là. Je voudrais vraiment qu'on revienne sur toi. Tu es un petit peu le Christophe Lemaitre de l'avion. Lui aussi a découvert la course à pied assez tard et il a eu le palmarès qu'on lui connaît. Donc toi, tu as commencé vers 15 ans, tu nous as dit, et tu as grimpé assez vite. Qu'est-ce qui a fait finalement que de 15 ans à ton premier titre, tu as eu ce déclic, tu as basculé vraiment dans l'aviron à un haut niveau, parce que même champion de France, ça reste un haut niveau. Je pense que ça s'est fait pas à pas. Il n'y a pas eu un moment donné, en tout cas je n'y suis pas allé pour faire du haut niveau. C'est pas rapide alors, parce qu'en 3 ans... Ouais. Non, mais en fait, j'ai eu une première année de découverte, on va dire de découverte, où les résultats n'étaient clairement pas là. Tu vois, je me qualifie même pas pour les championnats de France. Je crois que je passe même pas les championnats régionaux. Bon, c'était pas un drame parce que tous les autres sports que je faisais à côté, pareil, c'était d'un niveau assez local, quoi. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et puis finalement, j'ai abandonné les autres sports qui étaient encore là à l'époque, au fur et à mesure, pour rajouter de l'aviron au fur et à mesure, et arriver à m'entraîner tous les jours quand j'avais 18 ans, quoi. Donc en 3 ans, je suis passé vraiment sur un investissement supérieur. Et puis j'ai eu la chance de connaître ce sport dans une toute petite structure locale, vraiment très très peu de moyens, essentiellement basé sur le bénévolat. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a eu une super aventure en tant qu'athlète et coach, puisqu'il m'a suivi jusqu'au plus haut niveau national et il me suit encore aujourd'hui. Il fait partie des gens vraiment de valeur qui sont autour de moi. Et cette personne-là, malgré le peu de moyens qu'il peut y avoir et très peu, on était 3 jeunes, tu vois. On était 2 jeunes du même âge que moi, un qui était plus jeune. Donc c'était une toute petite structure. Et comme quoi, on peut quand même faire du très beau boulot. Et je pense que les petits clubs locaux qui ont justement besoin de soutien sont pas assez valorisés parce que souvent les grands athlètes du sport français, en tout cas qui fournissent les rangs de l'équipe de France, ne viennent pas que des grosses structures et des grosses villes. Ça, je pense que, enfin, moi, j'en suis un exemple et il y en a eu plein d'autres. Donc voilà mon histoire par rapport à ça. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un contexte familial qui a favorisé tout ça. J'ai été très entouré et poussé dans ce projet-là aussi. Voilà, malgré le fait que j'avais bien compris que ce serait pas le sport au détriment des études. Ça, on me l'a bien fait comprendre tout de suite. C'est peut-être aussi ce qui m'a donné ce goût pas de l'excellence, mais de la perf, quoi. Il fallait, ça vient plutôt de mon père, il fallait que je sois performant à l'école. Voilà. Et c'est peut-être quelque chose aussi que j'ai transposé dans le sport. Donc, ouais, il y a eu, comme je te disais tout à l'heure, les deux se sont nourris et je pense que ça a fait plutôt un beau projet, quoi. Bon, très belle histoire, mais qui n'est pas finie. Donc après ton titre en championnat de France, comment est-ce que on bascule après vers le plus haut niveau international ? C'est là que ça a été le plus dur. Mais je pense que c'est même là que ça a commencé. Et on m'avait dit quand j'étais jeune, tu verras, l'aviron, ça commence en senior, ça commence à 18 ans. Je dois, oui, bon, c'est un peu des phrases énigmatiques qu'on te dit comme ça. Et puis, non, la marche est énorme. La marche est énorme, donc je suis arrivé après ce titre national. J'ai changé de ville, donc je quitte le cocon familial, je passe à Toulouse pour mes études, je rentre à l'INSA, etc. Et là, je me confronte à ce qu'est vraiment les exigences du haut niveau. Je rejoins une structure à Toulouse où il y avait une très très grosse émulation à cette époque-là, avec des athlètes multimédaillés mondiaux, médaillés olympiques. Le gap, donc je suis passé d'une toute petite structure avec 3 athlètes, des bénévoles, au top niveau français. Donc là, grosse claque parce que moi j'étais pétri de bonnes intentions et d'idéal. Je m'étais dit oui, bon, je vais pouvoir, tout comme j'ai passé mon bac en étant champion de France en junior, je vais pouvoir mener mes études de front avec le sport de haut niveau, aucun problème, quoi. Et là, j'ai pris la réalité. Je parlais tout à l'heure du réel qui impose ses règles, là je l'ai pris en pleine face, quoi, et j'ai compris que ce serait pas si simple. Donc il a fallu que j'aménage mes études pour que ce soit tenable et que je monte aussi en puissance dans le volume d'entraînement qui était l'exigence d'un senior de haut niveau, c'est-à-dire 2 entraînements par jour. Et caler une journée de cours avec 2 entraînements par jour quand t'es plus dans le cadre familial,
tu fais des erreurs forcément, mais des erreurs m'ont forgé aussi, je pense, qui ont été nécessaires. C'est les bonnes erreurs, quoi. Les bonnes erreurs qui font avancer. Et après, ça s'est compté en années. La durée qu'il a fallu pour me faire à cette exigence, monter en puissance dans la catégorie senior et jusqu'à m'imposer en équipe de France. Ça a été très très long. Alors aujourd'hui, on voit les résultats actuels, mais souvent on oublie comment l'ascension s'est faite et ça s'est pas fait dans la tendresse. Mais voilà, je suis persuadé que je me suis plus construit dans l'adversité que dans les victoires et les médailles, quoi. Ça, c'est évident. Il faut que tu me laisses quelques secondes pour réagir. Je bois les paroles des invités que j'ai, et puis là, des phrases comme ça me, ça me chamboule. Ok. Ah, je suis tout perturbé. Ouais, j'étais en train de faire un calcul aussi rapide. Tu m'as dit tout à l'heure en off que ça faisait juste 2 ans que tu es à Lyon, c'est ça? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis à Lyon. Donc, je suis arrivé en 2018. Donc, t'es rentré à l'INSA à 18 ans avec ton bac. Ça fait que tu as fait des études. Je suis rentré en 2008 Ouais. et j'ai passé 8 ans, je crois 8 ans à l'INSA. À quelques mois après, il me semble que c'est ça. Donc, 8 ans, c'est un cursus de 5 ans. Donc, j'ai fait plus 3. Mais j'ai fait 2 années sabbatiques pour préparer les Jeux de Londres et les Jeux de Rio. Donc, finalement, si on compte comme ça, j'ai fait 7,5 au lieu de 6,5 au lieu de 5, ce qui est quand même pas mal parce que mon diplôme, on me l'a pas donné, quoi. C'était mon exigence aussi, c'est que je voulais pas voler mon diplôme et il a fallu que je passe tout comme tout le monde et c'est très bien comme ça. Mais voilà, ça a mis un peu plus de temps, mais je regrette pas ce que j'ai vécu à côté. Ça valait le coup. Justement, tu as intégré l'INSA parce que ça correspondait à ton désir de diplôme et de ton avenir, mais aussi parce que c'était une école qui permettait d'avoir un cursus sportif en même temps que tu faisais des études. J'avais à ce micro aussi Kenza Coutard, une jeune voileuse qui a intégré Sciences Po Paris pour la même raison. Alors elle, plus Sciences Po parce que c'est ce qui l'intéresse, les sciences politiques, mais parce que Sciences Po Paris donne aussi la possibilité de former de très jeunes athlètes prometteurs en leur proposant un cursus aménagé. Comment ça se passait à l'INSA? Justement, tu dis, tu as fait, si on compte 6 ans et demi, si on compte tes 2 années de césure, comment est-ce qu'on gère finalement ce cursus scolaire avec ce cursus sportif? Est-ce que tu suivais les mêmes années, enfin les mêmes journées de cours que tes camarades, et puis de temps en temps tu faisais des examens, de temps en temps tu les faisais pas, de temps en temps tu avais le droit de les rattraper ou pas, ou est-ce que c'est vraiment un cursus adapté pour les sportifs de haut niveau à l'INSA Toulouse? Alors, il y a ce qui est vendu sur le papier et la réalité. Oui, c'est possible. Je ne veux pas dire que c'est pas possible, je l'ai fait et plein d'autres l'ont fait. Seulement, on est aussi avec des sportifs d'autres disciplines qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'entre un sportif et on va dire les sportifs de bon niveau étaient compris dans le panier des sportifs de haut niveau. Donc quand tu as un athlète qui s'entraîne 2-3 fois par semaine, plus les matchs le week-end, on va dire, et quand il y a un athlète qui s'entraîne 2 fois par jour, et que tu essayes de construire un modèle commun pour ces 2 profils aussi différents, tu comprends bien qu'à un moment donné, ça va pas le faire. Donc tu as une première année qui comprend comme ça, qui met tous les athlètes dans la même classe et où il est entendu que on peut bénéficier de cours de soutien, cours particuliers, on peut déplacer des examens en fonction de nos échéances, etc. Moi, ça, je l'ai assez mal vécu parce que j'avais l'impression d'en faire beaucoup plus que les autres sur le plan sportif. D'autres s'entraînaient beaucoup, hein, ça c'est indéniable. Et on était aussi, je me suis pris en pleine tête l'état d'esprit un petit peu français quand il s'agit de faire sport et études. C'est-à-dire que je suis tombé face à des enseignants qui, de toute façon, ne pouvaient pas comprendre qu'on pouvait mettre le sport au niveau des études. Donc, à partir du moment-là, ça devient difficile de construire avec ces personnes-là qui sont de toute façon moins ouvertes à ce que tu vas leur proposer. Même si le projet est sérieux et j'ai essayé de construire mon projet pour qu'il soit le plus sérieux possible aux yeux des autres, parce que tu passes aussi derrière des générations d'athlètes qui ont un peu abusé du système. Donc, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Tu te rends compte que personne ne t'attend et que tout le monde s'en fout.
parce que tout le monde a ses projets aussi personnels. Et donc, moi, quand je suis arrivé timidement au début, je me suis fait un peu bouffer par cette machine-là, quoi. Je voulais tout faire, et sport et les cours, sauf que j'ai 24 heures comme tout le monde, quoi, donc ça rentrait pas. Donc il a fallu faire sauter des cours que je pouvais pas rattraper parce que le soir je pouvais pas bosser, je m'entraîne. Ça a été compliqué. Et puis c'est allé mieux quand j'ai imposé un peu plus mon projet. Faut un peu jouer des coudes et il faut montrer que ton projet est sérieux et que il demande un très très gros engagement, très fort engagement. Donc à partir de là, j'ai aménagé un petit peu plus et j'ai allégé les cours et j'ai dilaté mon cursus. Là, ça amène d'autres difficultés, c'est-à-dire que tu vois aussi les gens qui sont rentrés avec toi, même les générations de sportifs, continuer à avancer dans leur cursus et toi, tu restes un petit peu sur place. Donc, il y a ces années qui ont été assez désagréables parce que tu as l'impression, mais surtout la crainte, de rater les deux en voulant faire les deux, tu vois. De perdre vachement de temps dans tes études et passer un peu au travers de ton apprentissage parce que tu t'entraînes 2 fois par jour et passer à côté de ta carrière sportive parce que t'en fais pas assez. Ça a été le plus dur à gérer pour moi, très honnêtement, et parce que j'avais quand même quelques facilités au lycée et que j'avais jamais trop bossé. Et là, t'arrives dans un établissement où il y a quasiment que des premiers de la classe, quoi. Et puis des étrangers qui sont pas là pour amuser la galerie non plus, quoi. Donc tu te retrouves d'une gestion assez facile au lycée à être tout le temps à la bourre. Donc je m'égare un petit peu dans la réponse, mais c'est une période où qui met vachement à l'épreuve ton engagement, tes croyances, tes rêves aussi. Je dis ça paraît un peu cruel, mais je suis aussi tombé sur des personnes assez exceptionnelles qui ont compris, qui m'ont aidé, qui m'ont suivi tout le cursus alors que c'était pas obligé de le faire et à qui je suis très 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 reconnaissant parce que sans elles ça aurait pas pu se faire, quoi. Donc je suis tombé aussi et c'est un message d'espoir aussi pour ceux qui m'écoutent qui ont un peu badé, peut-être qui sont dans cette situation. Il y a encore évidemment des gens qui tiennent ces démarches et qui sont prêts à vous défendre aussi quand il faut. Donc il a fallu composer pendant cette période-là où en plus il n'y avait pas les résultats internationaux qui arrivaient à côté, quoi, sur le plan sportif. Donc je pouvais pas non plus amener à manger à l'INSA, quoi. J'avais du mal, alors sauf la réussite que je pouvais avoir entre guillemets sur la scène nationale. Mais sinon il n'y a aucune médaille qui tombait sur le plan international. Donc il n'y a rien qui peut fortement crédibiliser aussi ta démarche. Je pense que si tu arrives direct en mettant une médaille sur la table, t'es peut-être pris plus au sérieux, je sais pas. Mais voilà, ça a été un équilibre à trouver. Il a fallu faire plein de concessions. J'ai certainement perdu du temps dans mes études et dans ma carrière. Mais voilà, il faut composer avec toutes les contraintes. Un beau message d'espoir en tout cas, parce que ce qu'on ressort de ce que tu viens de répondre, c'est que en gros, tu as peut-être l'impression d'avoir perdu du temps dans l'un comme dans l'autre des deux sujets, mais d'un autre côté, c'est faisable. Et puis, tu as été diplômé à 28 ans, ouais, peut-être un peu plus tard que d'autres et encore, mais d'un autre côté, maintenant, tu peux te consacrer à 100% à ta carrière sportive. Je voulais revenir aussi sur ta réponse parce que j'ai bien aimé quand tu dis que c'est le sport à la française où sur le papier c'est possible, on te propose des cours de soutien. Effectivement, les cours de soutien, j'ai du mal à comprendre où est-ce que tu les places parce que dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc si tu t'entraînes déjà 2 fois par jour, t'essayes d'aller en cours et de bosser, je vois pas où est-ce que tu vas mettre tes cours de soutien. Mais bon. Et puis la deuxième réflexion que j'avais, finalement tu y as répondu, c'est que t'avais pas forcément de médaille internationale à amener pour amener de l'eau à ton moulin et à crédibiliser ton projet. D'un autre côté, te préparer pour les JO et être qualifié, c'est quand même une certaine crédibilité. On va pas aux JO d'un claquement de doigts. Ouais, quand on a commencé à parler de Jeux Olympiques, là, je trouve que ça a pris une autre dimension. Plus sérieuse. C'est sûr. Ouais, plus sérieuse. Plus sérieuse où j'étais loin d'être devenu le king, ça c'est sûr. Mais oui, ça a changé le regard. Tu vois, c'est toujours une histoire de posture aussi. Quand t'es mis dans un sac commun avec un peu de tout, tu n'as pas les mêmes regards à ton égard, quoi. Donc
Ça a changé quand on a commencé à parler de Jeux Olympiques. Là, j'ai pu aménager davantage. Et puis, c'est le moment aussi où où dans le cursus, tu te spécialises. Donc, ce sont des enseignants que tu vois de plus en plus souvent. Ce sont souvent les mêmes têtes. Donc, il y a plus de proximité aussi, je trouve, comparé au tronc commun qui est au début du cursus où là, tu bouffes des cours et tu as des dizaines d'intervenants. À la fin, tu trouves aussi des personnes de confiance parce qu'ils te connaissent, quoi. Et ouais, les planètes ont commencé à s'aligner, on va dire, au fur et à mesure que j'avançais dans mon cursus. Le plus dur était derrière, hein, mais là, ça a commencé à amener un peu de sérieux. On m'a permis de faire une année sabbatique pour préparer les Jeux, c'est quand même pas rien. Mettre un stop dans ses études. Puis on l'a refait également pour Rio. Donc on sait quand même faire, je pense. Le système français sait encore faire. On est loin de l'usine à champions à l'américaine, où là, ils te font ça sur de la masse. Là, ça reste encore de la débrouillardise, très individualisée, et c'est sûr, tu permets moins, je pense, à une grande population d'athlètes d'atteindre leur plein potentiel. Ce qui est un peu dommage, ça fait un peu de déchets, je trouve. Donc on perd du monde un petit peu là-dessus. Mais à côté de ça, on a des niveaux, des diplômes de très haut niveau. On n'a pas à rougir des doubles projets qu'on fait, mais c'est pas, encore une fois, comme je disais, les États-Unis qui sont capables de diplômer un mec chez Harvard et d'en faire un médaillé olympique. Voilà, ça, on sait pas faire. Après, effectivement, le système éducatif est peut-être différent. Là-bas, il y a un système de compensation de points par rapport à tes résultats sportifs qui vont te permettre d'avoir plus ou moins de points sur certaines disciplines scolaires. Et c'est souvent celles qui te plaisent le moins, donc celles où tu t'impliques le moins. Enfin bref, c'est un autre système. C'est vrai qu'à ce micro, j'avais aussi Alexandra, j'avais aussi Sandy Scordo, j'avais aussi d'autres intervenants qui ont tous dit que, à la différence du système français, il y a aussi d'autres pays comme l'Italie, comme les pays de l'Est pour certaines disciplines, où la filière sportive se professionnalise véritablement, alors que nous, on reste très amateurs. Et justement, si on parle de professionnalisation, tu as fait plus ou moins 8 ans d'études avec 2 années sabbatiques, tu nous l'as expliqué. Comment est-ce qu'on vit financièrement pendant cette période-là, parce que le sport c'est bien, l'école c'est bien, mais l'école faut la payer, il faut payer l'appart, il faut payer la bouffe, il faut se déplacer pour aller aux entraînements, il faut se déplacer pour aller aux compétitions. Comment ça se passe? Alors, il y a encore une fois des choses qui sont mises en place, plus ou moins critiquables, mais il existe des, euh, des aides venant des fédérations. Là encore, pour distribuer ces aides-là, il a fallu choisir des critères et on a choisi la performance. C'est-à-dire que pour toucher les aides, il faut déjà être performant. Donc ce n'est plus perçu comme un système d'aide d'accès au haut niveau, mais comme un système de récompense. Donc t'es bon, tu les as, t'es moins bon, bah, tant pis, quoi. En off, on parlait, tu me disais que tu avais déjà rencontré Cédric Fleurton. Justement, tu pourras écouter l'épisode. On en parlait, hein. Et lui, je t'ai un peu coupé, excuse-moi, mais son état d'esprit, c'est que finalement, c'est pas si mal parce que ça permet aussi de faire du tri plutôt que de diffuser large et que certains abusent un peu du système. Ça permet justement que ce soit vraiment les sportifs, peut-être pas les plus méritants, mais en tout cas les plus motivés qui obtiennent ce type d'aide. Vas-y, je te laisse continuer. Oui, je suis d'accord parce que dans mes de toute façon, il faut choisir un critère. Si tu choisis pas la performance, c'est difficile, ou alors tu en donnes un petit peu à tout le monde. Mais à mon avis, c'est pas le plus efficace. Donc, mais quand tu es en dessous des critères, c'est un petit peu, tu ressens un peu d'injustice, quoi. Tu te dis bon, je m'entraîne autant que les autres, j'ai peut-être un petit peu moins de résultats, mais vous m'aidez pas forcément à ce que je sois meilleur. Et puis, non, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai des parents qui ont financé toutes mes années d'études, quoi. De A à Z jusqu'à. Puis quand tu commences à avoir 26, 27 ans, et que tu dépends entièrement financièrement de tes parents, c'est que ça commence à être à une position assez désagréable, quoi. C'est dérangeant. Tu te dis, attends, parce que c'est normal, quoi. Donc, oui, encore une fois, moi j'ai bénéficié d'un contexte qui a permis que j'y arrive, parce que si mes parents n'avaient pas eu un sou, je vois mal comment j'aurais pu me débattre là-dedans. Donc ça m'a amené quand même de la stabilité, ça c'est sûr. Et puis après, ben, la Fédé t'aide un petit peu, le CNOSF via ta fédération aide un petit peu. Tout ça, ça te met même pas à l'abri de la pauvreté, quoi. Je veux dire,
On avait préparé l'Olympia de Rio avec mon partenaire en étant sous le seuil de pauvreté, quoi. Et que c'est en faisant remonter ces infos-là que Thierry Braillard, à l'époque, avait mis en place le dispositif au ministère permettant d'assurer un petit peu le quotidien des athlètes qui préparent des événements de très haut niveau comme ça. Mais j'avais l'impression, en discutant avec eux, que c'est quelque chose qu'ils apprenaient, tu vois, ça paraissait complètement fou, alors que c'est la réalité, pour moi, la grande partie du sport français, quoi. Tous les gens qu'on voit à la télé aux Jeux Olympiques, et parfois ceux qui sont sur les podiums, beaucoup sont dans ces situations-là très, très précaires sur le plan financier. Donc oui, c'est la réalité. Après, on fait pas ça. Moi, j'ai bien compris que je faisais pas ça pour l'argent, sinon je m'étais un peu trompé de sport. On n'est évidemment pas venu dans ces sports un peu confidentiels pour ces raisons-là, c'est sûr. Mais on peut espérer quand même, ou du moins demander à pouvoir vivre dans des conditions décentes. Donc moi, je suis sorti de ce contexte compliqué, puisque aujourd'hui j'ai un employeur, j'ai des aides, on a réussi avec mon partenaire à aller chercher, à aller fédérer des sponsors autour de nous. Mais c'est encore le quotidien de beaucoup de mes partenaires qui s'entraînent autant que moi, quoi. Donc ouais, c'est pas évident comme situation. Tu vas trop vite en besogne. Toi, tu as eu la chance d'avoir des parents qui ont financé ta carrière, qui ont financé tes études et par là même ton mode de vie autour du sport aussi, et qu'on pouvait demander quelques aides au club, à la fédération, au comité, donc au CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français. Comment est-ce que ça se passe pour les demander? Parce que j'imagine qu'il faut déjà montrer un peu patte blanche pour aller demander des aides, pour être soutenu. Tu nous as parlé de performance. Quelles sont les règles de performance à peu près? Et puis tu nous as dit aussi que ça t'empêchait pas de vivre sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire quel niveau s'élèvent ces aides et comment est-ce que tu fais quand même pour t'en sortir au quotidien, ou tout du moins, comment est-ce que tes partenaires d'entraînement, dont tu parlais juste avant, à ton avis font s'ils n'ont pas des parents qui peuvent se permettre de les soutenir au quotidien? Ouais, bah écoute, pour te donner un exemple très, très clair, quand j'étais étudiant et qu'en cumulant les aides, tu avais 300 ou 400 euros par mois et que ça paye pas le loyer, bon, voilà, ça c'est une réalité que tous ceux qui font de l'aviron, parce que c'est évidemment mon référentiel, ont connu. Et il y en a aujourd'hui qui sont en équipe de France qui n'ont pas beaucoup plus que ça. Voilà, et qui ont 25 ans passés. Bon, c'est des situations qui sont un petit peu compliquées. Comment on peut leur en vouloir de s'engager fortement dans leurs études ou dans un boulot quand tu es dans cette situation-là? Ça me paraît normal. Après, ouais, tout est évalué sur des grilles. Alors c'est à la fois, on va dire un petit peu normal parce qu'il faut des critères, mais à la fois c'est une logique très froide où tu supprimes complètement comment dire, la singularité de la situation, quoi. Chaque athlète est dans une situation différente. Et juger tout ça avec des grilles, ça me paraît un petit peu froid. Mais bon, c'est comme ça. Donc, tu as les collectivités locales, tu as la fédération. Tout ça, c'est une grande grille, si tu veux, qui prend uniquement en compte tes résultats. Et le fait que tu sois, alors tu disais montrer patte blanche, ouais, que tu sois dans ce qu'ils appellent le projet fédéral. Donc, si tu es dans le moule, voilà, concrètement. Si tu t'entraînes comme ci et comme ça, si tu fais remonter les informations de ce que tu fais, si tu es présent au regroupement, voilà, il y a toute une série de critères qui te permet d'être éligible à ces aides que tu peux un petit peu cumuler entre, comme je le disais, le département, la région, si tu as la chance d'être dans une ville et dans une région qui aide ses sportifs. Et puis de la fédération avec l'enveloppe dont elle dispose, qui, je pense, ne va pas vers l'augmentation, quoi. Donc c'est les vases communicants. Si t'en as plus, mais c'est forcément au détriment de quelqu'un d'autre. Toujours une logique qui est, c'est le haut niveau, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. C'est une extraordinaire aventure humaine, mais c'est quand même c'est très individualiste, quoi.
très individualiste. Le fait que l'aviron soit sport olympique, j'imagine que ça aide quand même à prétendre à un petit peu plus d'aide, à un peu plus de soutien. Je pense que oui. En revanche, c'est tellement confidentiel comme sport. Si tu veux, on a une fenêtre médiatique qui doit durer 2 mois. C'est les jeux un petit peu avant, un petit peu après, si tu as la chance d'avoir fait un résultat. Et puis ensuite, c'est l'anonymat pendant 3 ans et demi, quoi. Donc, si tu fais le bon résultat au bon moment, tu as de quoi, on va dire, surfer sur la vague jusqu'à la prochaine Olympiade, si tu gères bien le truc. Il y en a très peu, hein. Très très peu en aviron. Les derniers, c'est Jérémy Azou dont tu parlais, et son collègue Pierre Ouin. En dehors de ça, en fait, ce qui est compliqué pour quelqu'un comme nous, c'est que on est très dépendant du système sur le plan financier et qu'on est vachement en vase clos. Donc, on a assez peu de réseau pour la plupart, ce qui est quand même le point de départ quand même pour toute prospection. Et on n'a pas l'habitude de vendre notre projet, de valoriser ce qu'on fait au quotidien. Alors que quand même, je pense, hein, quand on mène un projet professionnel ou universitaire et à côté une carrière de haut niveau avec la vie de famille, etc., qu'on a 2 vies, qu'on fait ça depuis une dizaine d'années avec des résultats, je pense que quand même on a 2-3 histoires à raconter, il me semble. Et on a développé des capacités et un système de valeurs qui me semble en phase avec le monde professionnel. Mais c'est juste qu'on ne sait pas faire parce qu'on nous a pas forcément appris, parce qu'on est aussi un peu victime du syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi? Pourquoi voilà. Et on se retrouve dans une situation où de toute façon personne ne va venir te chercher. Donc si tu ne fais pas cet effort-là, c'est compliqué. Et en plus, comme on est dans un sport très conservateur, très à l'ancienne, tu vois, moi j'ai entendu, je ne vais pas en parler parce que c'est préhistorique, quoi. Mais quand je suis arrivé à l'aviron en équipe de France, j'entendais des discours, mais tu te dis, mais je suis en 1910, quoi. C'est pas possible. Tu vois, sur la vision du haut niveau, qui était assez dramatique. Bon, je ferme la parenthèse. Mais tu peux la réouvrir, hein, je t'en prie. Hein, le micro est à toi, fais-toi plaisir. Mais tout ça pour dire que ceux qui ont essayé de le faire se sont rapidement fait pointer du doigt. Parce qu'on a toujours cette image d'aller se vendre pour avoir un peu d'argent, on va pas se le cacher, et que ça participait à de l'enrichissement personnel. Tu vois, on a toujours mais qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il se vend? Ça a été toujours très très mal vu, alors que ça a souvent été hyper bien perçu de l'extérieur, où on s'est dit tiens, il y a des mecs qui se bougent, qui essaient de faire connaître leur sport. Je crois que ça a été très bien reçu à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça a été très très compliqué à gérer. Et moi, ça me rend pas très optimiste pour la suite parce que moi, j'étais persuadé que c'était plutôt les institutions qui étaient un peu passées. Mais en fait, je me rends compte que même l'état d'esprit des athlètes eux-mêmes, est-ce qu'il est prêt à ce changement-là? Parce que quand il y a quelqu'un qui essaie de le faire, qui a cette initiative, souvent, il est ramené un peu dans son camp, quoi, et pas de la bonne façon. Donc, je pense il y a un travail sur les mentalités à faire de façon assez énorme, quoi. Il y a un fond là qui me paraît qu'il faut assainir un petit peu pour pouvoir permettre ce genre d'initiative et permettre à des mecs aussi de s'en sortir parce que l'argent qu'on a pu aller chercher avec Hugo cette année pour financer notre projet olympique, ça nous permet de sortir un petit peu la tête de l'eau, mais on est loin de la richesse aussi, hein. On est à l'abri de la richesse, hein. Ça c'est évident. Et puis, mais bon, voilà, il y a ce côté-là qui me semble assez important et qui nous terre un petit peu dans cet amateurisme un peu profond qui va commencer à nous limiter, je pense. On en parlait déjà en off et puis on disait aussi en début, je suis français donc c'est pas forcément pour casser du sucre sur le dos des Français, mais c'est vrai que c'est un peu cet état d'esprit français. Tu parlais du syndrome de l'imposteur. Tiens d'ailleurs, un petit ping pour un copain, Bertrand Soulier, tu chercheras Bertrand Soulier, créateur de contenu sur internet, il parle beaucoup du syndrome de l'imposteur et il en parle très bien et il donne quelques tips pour aller contre.
mais tu parles de ce syndrome de l'imposteur ou de cette impression, même en interne, d'autres sportifs qui se demandent mais qu'est-ce que tu vas foutre avec X centaines ou X milliers d'euros, est-ce que c'est pour t'enrichir? Ça, je trouve que c'est vraiment un état d'esprit franco-français. On ne rencontre pas cet état d'esprit en tout cas pas dans les pays que je connais et je trouve ça dommage. Mais bon, on va pas changer le système comme ça du jour au lendemain. C'est pourtant l'objectif de ce podcast. On en parlait en off, c'est montrer aux gens que la vie de sportif de haut niveau, c'est pas d'attendre que les billets tombent. C'est au contraire, en plus de s'arracher à l'entraînement, c'est de s'arracher pour aller chercher des partenaires. Alors justement, tu nous parles de partenaires, de sponsors. Tu nous as expliqué comment était né en fait ton besoin de financement parce que tu étudiais et tu faisais du sport et il faut bien payer son matos, il faut bien payer ses déplacements. Comment est-ce qu'on va à la recherche de son premier partenaire ou de son premier sponsor? C'est là où ça s'est fait. Alors peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière sur la question, comment ce besoin est né. Comme je t'ai dit, c'est pas une démarche que j'ai enclenchée quand j'étais étudiant. Ça s'est fait du coup très tard, très tard dans ma carrière. Ça s'est fait après une série de défaites. Ça fait depuis 2015 que je suis associé à Hugo, mon partenaire. Alors défaites, on était quand même finaliste mondial, mais je pense qu'on avait vraiment le niveau de monter sur le podium assez tôt dans notre association, et à chaque fois, pour des raisons diverses et variées, ça a planté. Et 2015, c'est le cas. 2016 au jeu, on passe au travers de notre finale olympique. Et 2017, là, ça a été l'année de trop, 3 années d'affilée où on passe complètement à côté de notre finale mondiale, alors qu'on avait clairement le niveau pour être médaillé. Là, honnêtement, j'étais persuadé que c'était la fin de ma carrière. Je me suis dit, c'est bon, de toute façon, là, j'ai atteint le plafond de verre, j'y arriverai pas. Et puis finalement, en laissant décanter un petit peu, on s'est reposé avec ça. On a pris un papier, un stylo et on a tout redéfini. On a tout repassé notre projet au peigne fin sur ce qu'on voulait y mettre, les moyens qu'on y mettait, de qui on voulait s'entourer, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et là, il apparaît quand même assez rapidement un besoin d'argent, parce que quand tu veux t'entourer des meilleurs, quand tu veux positionner autour de toi des professionnels de valeur, quand tu veux acheter du matos, etc., ça monte vite dans les tours. Donc, notre besoin de financement est venu d'une envie vraiment de passer un niveau supplémentaire dans notre performance et d'aller enfin monter sur ce podium. Pour en remettre un dernier coup là-dessus, bien loin de l'envie de faire monter le compte pour partir en vacances. Donc, mais comme je te disais, on s'est vite aperçu qu'on n'avait ni le temps ni les compétences de le faire. Parce que franchement, c'est un boulot monstre. Quand tu pars de zéro, c'est énorme. Quand tu sais pas valoriser ton projet, le formaliser un budget, pourquoi, comment, les contreparties, amener un petit peu de crédibilité, de sérieux à tout ça. Donc, on a fait un transfert de compétences. On a la chance, Hugo, dans son entourage, d'avoir quelqu'un qui s'est fortement impliqué pour ce projet-là, pour nous, et qui a, comme je te disais, formalisé sous forme de dossier et qui a prospecté au début dans son réseau professionnel et puis en écartant au fur et à mesure dans les acteurs du Grand Lyonnais, on va dire. Donc au début, énormément de refus. On s'en doutait, ça ressemble un peu à une démarche sportive. Tu prends beaucoup de murs au début. Et puis un premier oui, un deuxième, et puis des gens à qui ça parle finalement, parce que je pense que ce qu'il faut chercher à faire, en tout cas pour les sports comme nous, qui sommes assez confidentiels et assez peu connus, il faut raconter une histoire. Il faut raconter une histoire qui soit belle, qui soit vraie, et qu'on puisse partager avec des gens. Et les gens ont besoin de ça, ont besoin d'entendre des histoires, ont besoin de s'extraire un petit peu de leur quotidien. Et je pense que ça a été pour nous très très important. Donc on s'est entouré de personnes qui suivent au quotidien notre projet. Et c'est la façon dont on a décidé de leur renvoyer l'ascenseur, puisque c'est pareil, on peut pas leur raconter l'histoire, on va pas leur vendre une couverture médiatique démesurée. On aura la couverture médiatique si on est champion olympique, oui, mais pour l'instant, on peut pas leur vendre ce genre de retour, quoi. Et c'est le cas de tous les sports amateurs comme nous. Et encore, on pourra en reparler. Jérémy Azoum nous disait que même quand tu es champion olympique, les retombées médiatiques, elles sont pas
sont pas folles, quoi. Ouais. C'est pas de Non, l'athlétisme, non, de la natation, du tennis ou autre. c'est clair, on est d'accord. Mais du coup, encore moins quand tu es avant, Ouais. avant la médaille. Par contre, ce que tu peux vendre, c'est une relation de proximité, c'est partager un projet de haut niveau au quotidien sur une discipline qui plaît parce que elle est proche de la nature, elle a des valeurs. On parlait tout à l'heure je parlais des mauvais côtés peut-être de l'amateurisme, mais elle a ses bons côtés aussi sur l'authenticité, sur les valeurs de dépassement, des choses qui sont assez communes aux autres sports, mais qui sont assez, je trouve assez fortes chez nous de manière générale. Et donc ça c'est un message qui est universel, quoi. C'est un message qui touche, et c'est pour ça que les gens ont envie d'aider. Et quand à côté tu mets une colonne en mettant, ça va nous permettre de, je sais pas moi, payer un préparateur physique qu'on n'a pas, un préparateur mental qu'on n'a pas, d'acheter du matériel de base. C'est-à-dire la personne, que ce soit le particulier ou l'entreprise, contribue concrètement à un projet et à un rêve olympique. À la limite, je vais pas dire on s'en fout si ça marche, c'est pas ça, mais évidemment que ce serait formidable, mais ce qui compte pour eux, je pense, c'est partager ce chemin avec nous. Et nous, en échange, on fait remonter des choses qui sont un peu banales pour nous parce que c'est notre quotidien, mais on s'est rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. C'est l'engagement qu'on pouvait mettre, les valeurs, etc. Des choses, comme on ne traîne que entre nous, on est dans vase clos, dans un monde où tout le monde, tu vois, mon collègue et moi, on est exactement en phase sur tout ça. Mais quand on sort de ce vase-là, il y a certaines valeurs qui ont la vie dure en ce moment quand même, aujourd'hui. Donc, je pense que voilà ce que tu peux vendre. Et ça a été un peu une révélation pour nous parce que voilà, ça nous a permis de fédérer des gens autour de nous et de se vendre en restant très authentique et les pieds sur terre, quoi. Alors là, tu nous as parlé justement des stratégies que vous avez mis en place, de la résilience dont vous avez fait preuve pour aller chercher vos partenaires, slash vos sponsors. Malgré tout, la question était aussi comment ça se passe quand on trouve un premier sponsor. J'imagine que c'est comme quand tu as ton diplôme, tu sors la bouteille de champagne, il y a là, ou plutôt le champomis, parce que sportif et puis pas beaucoup de moyens. Non, mais comment ça se passe concrètement dans les premières relations? Est-ce que vous avez tout de suite trouvé des sponsors qui vous ont soutenu financièrement, ou est-ce que c'était des partenaires qui vous ont aidé au niveau du matériel, au niveau des déplacements, au niveau de, je sais pas, de l'alimentation, de la nutrition, ce genre de choses? Oui, alors on a eu les deux. En premier, on a certainement eu des partenaires qui nous ont fourni du matériel, du petit matériel, on va dire, ou alimentaire. En effet, ça, c'est les premiers partenariats qu'on a réussi à avoir, qui sont loin d'être des détails, hein, parce que quand tu traces un petit peu le spectre de la performance, l'alimentation, la récupération, tout ce petit matériel qui sert à récupérer, c'est loin d'être un détail. Surtout quand tu es dans un double projet et que tu n'as pas le reste de la journée pour récupérer. Ouais, exactement, que tu dois caler déjà ton agenda au chausse-pied parce que c'est bien rempli. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et puis vraiment dans un second temps sont arrivés les partenaires financiers. Donc là, c'est poser la question, pour être tout à fait transparent, du montage financier et des types de contrats qui étaient proposés. Parce que pareil, on rentrait dans un monde contrat, tu nous parlais mécénat, contrat d'image, c'était le flou pour nous complet. Donc il a fallu se familiariser par rapport à ces différents modèles, on va dire, de partenariat. Là encore une fois, on s'est fait beaucoup conseiller. On a fait du gros travail pour nous et je remercie ceux qui l'ont fait. Et donc on a eu un contrat d'image. Donc là, c'est du pur de l'échange d'images rémunérées, on va dire, que ce soit en interne, en externe. Donc ça, il y a des contrats qui permettent de le faire. Il faut faire attention aussi à ce que tu vends. Je parle peut-être aux jeunes athlètes, puisque ton image est quand même. Moi, j'ai toujours la fois où j'ai compris que mon image ne m'appartenait pas, ça m'a surpris, mais ça m'a fait comprendre aussi beaucoup de choses. Donc, il faut bien faire attention aux contreparties qu'on promet en échange. Et puis, pour le montage financier, pour gagner un petit peu plus en attractivité,
et faire effet de levier, on est passé par une fondation qui nous a permis de proposer à nos partenaires un abattement fiscal. Voilà. Donc pour nous, ça nous a fait effet de levier et ça nous a fait un montage financier qui était légal, parce que tu peux vite te perdre en passant par des structures qui sont pas forcément autorisées à le faire, te mettre en porte-à-faux sans le savoir, vraiment en toute bonne foi, te mettre en porte-à-faux par rapport à un partenaire. Et c'est quand même moyen. Donc on a évité ça, on a voulu que ce soit le plus transparent possible, surtout parce qu'on savait qu'on marchait sur des œufs en faisant transiter de l'argent par rapport à notre sport et à nos institutions, mais aussi par rapport aux partenaires. C'était à la fois une première pour nous, donc on voulait être clean de A à Z, très très transparent. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et en échange, là, c'était ce que je te disais tout à l'heure. On propose de la proximité et on a négocié aussi des interventions physiques après les jeux. Ça n'a pas été évident, parce que quand tu arrives devant le partenaire et que tu dis ouais, mais alors moi jusqu'au jeu je m'entraîne, et puis je m'entraîne comme un fou, et puis 2 semaines par mois je suis en déplacement, en stage, je pourrais pas venir chez vous en fait. Donc faire déjà, ça a fait le tri dans les partenaires, mais faire déjà avaler le fait que tu ne vas pas pouvoir venir jusqu'à l'échéance finale, c'est aussi un sacrifice de la part du partenaire, quoi. Mais voilà, on est tombé sur des gens qui l'ont accepté et qui du coup nous laissent tranquilles, on va dire, jusqu'à l'échéance. On leur a dit, notre intérêt à tous, c'est qu'on soit bon à la fin, quoi. Donc on sera d'autant plus en mesure de valoriser notre partenariat avec une médaille autour du cou qu'avant à aller dans les trains, les avions dans tous les sens et ne plus parfait. Donc ça, c'était une posture de notre part, et puis c'était une honnêteté qu'on voulait avoir aussi envers notre coach, qui est très impliqué avec nous, qu'on voulait pas faire passer ça avant ce qui allait faire la perf, quoi. Donc voilà, il a fallu trouver encore cette fois cet équilibre-là. Ça s'est fait en quelques mois, et puis comme je te dis, un partenaire, 2 partenaires, et puis à un moment donné, on a arrêté parce que c'est pas que tu te prends au jeu, mais tu pourrais faire à la limite que ça. Et te détourner encore une fois de ce qui fait ta performance. Donc on a été raisonnable, et c'est ce qui nous a permis d'acheter du matériel, de financer des professionnels autour de nous qu'on n'avait pas, et de renforcer vraiment notre projet, dont le seul objectif est d'être fort, quoi. Voilà. Donc à la fin, je pense qu'à la fin des jeux, il restera plus grand chose de cette somme. Mais c'était l'objectif, c'était de tout rediriger vers notre perf. Alors j'aurais encore quelques questions, mais avant, parce que j'aime bien aussi donner cette possibilité aux sportifs que j'interviewe. Il faut rendre à César ce qui leur appartient. Donc si tu veux citer tes sponsors ou tes sponsors principaux, c'est le moment, fais-toi plaisir. Ouais, écoute, alors je parlais du contrat d'image, donc on a signé avec la CNR. Compagnie nationale du Rhône, qui soutenait déjà Hugo l'an dernier sous forme de contrat d'image, et qui m'a ajouté à cette démarche-là, étant donné que je suis venu sur Lyon et qui valorise les athlètes de la région, ce que je comprends, ce qui est normal. Et puis ensuite, on est passé par donc la fondation Pacte de Performance, qui nous a permis, comme je te disais, d'accueillir 2 partenaires sous forme de mécénat. Donc Boiron, que j'ai pas besoin de présenter, et Coast House, qui a été notre premier, et je voulais les saluer parce que ça a été les premiers à nous faire confiance, qui est une boîte de conseil, notamment sur Paris, Genève, et avec qui on a construit l'aventure au début. Donc le premier, il a toujours une saveur particulière, quoi. Donc on a fait avec ça, et puis après on a eu des petits partenariats matériels et alimentaires. Biotisané, le laboratoire français. Pour moi, le 100% français c'était une exigence, c'était même pas négociable. Donc qui nous suit depuis 2 ans maintenant, et avec qui on partage ces moments. Donc peu de monde, encore une fois, des partenariats choisis, pas n'importe quoi, qui ont du sens pour tout le monde, dans les 2 sens.
et avec qui on est en train de construire, je pense, une belle aventure. Tu nous as dit aussi que vous vous êtes fait accompagner pour relire, traiter, analyser, avancer sur les contrats et sur les montages financiers. Quand on est justement sportif de haut niveau, en voie de devenir professionnel de son sport, puisque c'est le cas, hein, tu es financé aussi pour faire ton sport. Comment est-ce qu'on se fait accompagner sur ces sujets-là? Est-ce que ce sont des avocats? Est-ce que ce sont des agences spécialisées dans le sponsoring sportif? Est-ce que ce sont des agents? Qui est-ce qui vous a accompagné? Alors au début, on s'est renseigné, comme je disais, avec la personne qui nous a suivis, qui a débroussaillé aussi un petit peu le terrain, parce que nous, on n'a pas trop su l'aiguiller, on savait pas trop où on allait nous-mêmes, on savait ce qu'on voulait à peu près construire comme projet, mais tout le volet financier, c'était le flou. Et puis après, c'est quand même la Fondation Pacte de Performance qui a amené le cadre légal, moi, on était très attachés à ça, comme je te disais, qui a amené le cadre légal pour que ça se fasse en toute transparence et qu'on n'ait aucun problème, et qui a formalisé tous les contrats et qui nous a réadressé ensuite la somme d'argent. Donc la somme n'est pas passée du partenaire à nous directement, elle est passée via ce contrat par une fondation. Et puis moi, il faut pas que j'oublie de dire aussi que mon partenaire principal, c'est quand même mon employeur. C'est celui qui a cru en moi le premier et qui aujourd'hui ont été assez géniaux, parce que ils m'ont dit de quoi tu as besoin, c'est quoi tes exigences, et puis nous on va s'adapter. Je pouvais pas mieux tomber. Alors c'est une entreprise dans laquelle il y a une forte culture sportive, qui est partenaire des Jeux de longue date. Moi je suis arrivé, la première fois que je les ai rencontrés, les salles de réunion, c'est soit des noms de disciplines, soit des éditions de jeux. Je me sentais un peu à la maison, je me suis dit bon, ça risque de bien se passer. Et puis qui sont vraiment, qui ont compris les exigences et mon engagement, et qui ont vraiment un super soutien, alors que quand on a signé ensemble, ça n'a pas été forcément une réussite au début. Je sortais de mon titre de champion du monde. Ça, c'était plutôt plaisant. Et après, on a eu une année très très compliquée avec Hugo. Et malgré ça, ça a ébranlé personne, quoi. Tout le monde est resté très proche, et je les remercie aussi, parce que c'est ça qui m'amène aussi beaucoup de stabilité sur le plan professionnel, parce que j'ai pas envie d'avoir fait 8 ans d'études pour rien. Et puis financier, évidemment, quoi. Donc très très important. Ouais. Pardon, excuse-moi, j'ai pas fini. C'est sous forme de CIP. Oui. Voilà. Tu en parler. Ce sont ces contrats aménagés qui sont entre la fédération, parfois le ministère, qui dédommage le sportif à hauteur de ces exigences sportives. Ouais, on en a longuement parlé avec Cédric et avec Cédric Fleurton et avec Sandy Scordo, et justement je voulais revenir dessus. Juste avant, on a parlé de la fondation Pacte de Performance, si je ne m'abuse, c'est une fondation qui dépend du ministère des Sports, non? Ouais. Et donc, donc eux, ils ont l'expertise et la connaissance pour accompagner les sportifs sur ces sujets un peu spécifiques sur lesquels ils se posent des questions. Est-ce que les clubs, la fédération, le CNOSF aussi assistent les sportifs en cas de besoin, ou ils redirigent vraiment vers la fondation Pacte de Performance? Je dirais que dans notre fédé, on n'a pas cette culture. Alors, il y a peut-être des personnes qui savent, hein, c'est probable, mais on n'a quand même pas cette culture du contrat d'image, du contrat de partenariat, de mécénat, puisque ça ne concernait jusqu'à présent personne. Aucun athlète n'avait ça. Pouvaient s'estimer heureux les athlètes qui avaient une CIP et qui là avaient ce qu'on considérait être l'environnement optimal pour faire de la performance. Mais ça concernait personne. C'est pour ça que je te dis qu'on est en train c'est un sport qui est quand même en mouvement, qui change, et qui, je pense, va s'ouvrir un petit peu à ça. Donc si on peut l'initier, c'est top. Et je pense que oui, il va être positionné dans les fédérations forcément des personnes ressources pour aider à. C'est dans l'intérêt de tout le monde, hein, parce que notre fédération nous a dit de bonne foi, votre projet il est top. On adhère, on valide, on vous aide à la hauteur de nos besoins. Si vous trouvez mieux, plus, allez-y, quoi. Si c'est cadré, légal, propre,
que c'est pas au détriment des autres, etc. Ça y veille et c'est bien normal. Voilà, en gros, vous avez notre bénédiction, quoi. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on arrive petit à petit, par petits contrats. Hein. Il ne s'agit pas à chaque fois, c'est modeste, hein, mais à sécuriser les athlètes, peut-être en multipliant comme ça les partenaires. Et une fois que tu l'as fait, ça paraît pas sorcier, mais c'est quand même des notions, c'est du temps, de l'énergie, et je pense qu'il faut des personnes là-dessus, à temps plein. Quand tu nous dis c'est des petits montants, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou tu préfères garder ça pour toi? Ouais, je préfère garder ça parce que Pas de souci. chez nous, comme je te dis, c'est encore très sensible. Ok. L'argent est un sujet sensible. Mais à côté de ça, moi je vais te dire le montant par exemple des équipements qu'on paye quand ça va de 2 à 3 000 euros chaque machine. On s'est acheté des vélos, etc. Ça monte vite dans les tours, Ouais. quoi. Donc, en gros, l'argent qu'on a eu va servir à l'achat et du matériel dans l'intégralité et à financer des professionnels. Vous avez été aussi aidé pour monter votre budget, justement un budget de rameurs, enfin de pratiquants d'aviron. Ça tourne autour de combien un budget annuel, tu sais? Ou vous avez plutôt fait un budget sur les jeux? On a fait un budget sur les jeux, ouais. Sur les jeux, en comptant tout. Et j'ai envie de dire, alors on a hiérarchisé évidemment les besoins parce qu'en prenant tout, ça fait c'est des sommes colossales. Tu vois, Des sommes à 6-0? t'arrives à 100 000 balles par athlète, ça veut pas dire grand-chose parce que dedans, tu y mets un bateau, tu y mets du matériel, chose que la fédération nous met à disposition. Mmh. Mais quand tu vas voir un partenaire, que tu fais de l'aviron et que dans ton budget, il n'y a pas de matos d'aviron, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Donc, tu le mets, même si ce budget, voilà, il est hiérarchisé et évidemment que on s'est pas empressé d'acheter des nouveaux bateaux, surtout qu'on n'aurait pas eu les moyens, alors que on avait de grosses lacunes dans d'autres domaines. Mais en effet, quand tu mets bout à bout, alors la fédération nous met quand même à disposition des ressources. Hein. C'est-à-dire qu'on est laissé à l'abandon. Mais jusqu'à pas longtemps, la préparation mentale, c'était un tabou. On considérait que pour être bon, il fallait simplement s'entraîner dur. Donc l'aspect récupération, tout ce qui a trait aux soins, aux techniques de récupération, c'était pas non plus hyper démocratisé, si tu veux. C'était un peu à la marge. Quand tu étais blessé, en fait, tu poussais la porte du médical quand tu étais cassé en deux, quoi. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Quand tu mets aussi dans la balance des préparateurs physiques, quand tu mets de l'alimentation qui pour nous, on est un sport très énergétique, donc il faut engloutir entre 4 et 5 000 calories par jour. Voilà, et quand tu vas chercher des produits de qualité chez tes petits commerçants, alors ça fait très bobo de dire ça, mais quand tu quittes un peu, t'essayes, après par conviction aussi, hein, la grande distribution pour aller chercher vraiment de la qualité locale, etc., c'est pas le même prix. Enfin, tu vois, quand tu essayes tout au quotidien, quand tu commences à le diriger vers de la perf, ça flambe. Ouais. Ça flambe. Donc, oui, c'est sûr que quand tu payes ton loyer et que tu arrives à la fin du mois, il n'y a plus grand-chose et que tu as tout ça, tous ces champs-là qui sont laissés à l'abandon, il faut se faire aider, quoi. Faut se faire aider. Donc, voilà, nous, on a réussi à le faire, mais c'est la première année, hein. C'est la première fois. On sent un gain sur les performances et je pense que je parlais de changer les mentalités. Je mise le paquet là-dessus. C'est-à-dire changer les mentalités par la performance. Arriver à reprendre un cap, regrappiller. Bon, à notre niveau, ça se joue pas non plus. On va pas gagner 10% de perf. Mais je pense qu'on l'imposera comme ça, de la même façon qu'on a crevé un petit peu l'abcès de la préparation mentale. On a presque en secret, c'est triste de dire ça, fait appel, Hugo et moi, à des préparatrices mentales qui étaient différents pour lui et moi. On a fait ce travail-là sans rien dire parce que c'était très tabou à l'époque, comme dans plein. Mais ça change. Je suis un peu dur. Mais et puis nos performances ont explosé en un an. Voilà. Et c'est sûr que quand on vient te voir après en disant bon comment t'as fait, évidemment on était très content de le dire, mais je pense que ça passe comme ça. Oui. C'est en montrant
par la performance qui est de toute façon la règle ultime. On a beau dire ce qu'on veut, les discours, c'est la performance qui dirige tout et qui guide un petit peu tout le monde, quoi. Alors, je te confirme, hein, sur la préparation mentale, ça change. Hein. Et pour preuve, moi, je viens de diffuser un épisode sur mon autre podcast qui s'appelle Nakan, le podcast. Et on a fait un hors-série justement sur la préparation mentale dans le cadre d'une préparation Ironman avec un préparateur mental qui est du côté de Strasbourg. Et on sent bien que les mentalités, de manière générale, les mentalités pour la prépa mentale, bien joué, évoluent. Un autre sujet sur le financement. Tu l'as dit, tu es en embarcation, donc vous êtes deux. Quand finalement, on l'a compris, mais quand tu vas chercher des sponsors, tu y vas pas pour toi, tu y vas pour l'embarcation et après vous partagez le budget. Exactement. On s'est dit, et ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu à Lyon, parce qu'on s'est dit concentrons les efforts sur un lieu, sur des mêmes acteurs économiques et vendre un équipage 100% lyonnais. Ça faisait partie du projet, quoi. Je te cache pas qu'on a eu beaucoup plus d'intérêt de la part des acteurs locaux que si moi avant ça j'étais licencié à Bayonne, qu'un bateau mixte Sud-Ouest Lyon, tu vois, pour ça veut rien dire pour les même si on parle de Jeux Olympiques, etc. Donc on a voulu vraiment concentrer nos chances d'y arriver et on s'est dit, pour être meilleur, il faut que mon collègue soit meilleur. Et alors, si Hugo a tous les contrats et que moi j'ai rien et que ça crée un écart, notre performance de groupe va s'en ressentir, quoi. Donc il faut qu'on monte notre niveau global et donc que le partage s'est imposé comme la meilleure solution. Il n'y avait pas de doute pour nous à ce niveau-là. Donc quand on a aussi un projet, un partenaire potentiel, jamais on va plus loin sans parler de notre association, de notre collègue. Voilà, ça fait partie de la façon dont on parle de notre projet. C'est quand même important pour nous. Vite fait, parce que je voudrais pas non plus te prendre trop de temps. On a largement dépassé l'heure d'enregistrement. Tu vas faire partie des plus longs épisodes. L'embarcation au niveau de l'aviron, est-ce que c'est toi qui choisis ton double et puis vous avancez comme ça, ou est-ce qu'il y a une question de sélection? Est-ce que c'est imposé par la fédération? Ouais, là l'histoire est assez marrante. C'est l'histoire de notre rencontre avec Hugo. Bon, je te la fais rapidement, mais du coup, ce serait une caricature. C'est que moi, alors à l'époque, je rentre pas trop dans les détails, mais je m'étais un petit peu frictionné avec ma fédération au cours de l'Olympiade Rio. Donc je me retrouve un petit peu tout seul, sans projet, sans quoi que ce soit. Et puis je gagne les sélections nationales. Donc je retrouve ma place, en quelque sorte, puisque j'avais été, on m'avait mis à la porte. Et puis je formule le souhait de partir en individuel. Donc ça s'appelle le skiff en aviron, t'es tout seul. C'est une catégorie qui m'avait toujours fait un petit peu envie. Et là on m'avait dit bon, on a quand même un jeune là sous le coude, ça mériterait d'essayer. Tu vas voir, il est grand, il fait 1m95, vous êtes un petit peu taillé dans le même moule. Moi, j'étais pas trop chaud, parce qu'en plus, ce jeune-là, il avait plutôt une réputation un peu de branleur, tu vois. Et moi, j'aime bien quand ça file droit. Et on a essayé, parce que de toute façon, j'avais pas trop le choix. Et puis, pour notre première sortie internationale, on fait vice-champion d'Europe. Donc, bon, là, je me dis, j'avais quand même très envie de faire le skiff. Et je me suis dit, là, il y a quand même peut-être quelque chose à aller chercher. Et c'est une histoire qui est née comme ça, où on nous a appairés alors qu'on ne se connaissait pas. Donc on a appris à se connaître au travers de ce projet-là. Bon, aujourd'hui, c'est devenu une vraie histoire d'amitié parce qu'on est deux athlètes très très différents, on est très complémentaires. Et du coup, on s'est imposé, encore une fois, j'en reviens à la même chose, par la performance. C'est que cette année-là, quand j'ai gagné les sélections, il a fait deuxième. Ça paraissait une association logique. Et elle a été confirmée derrière par les résultats. Donc, alors aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de se faire doubler par des petits jeunes parce que c'est la règle. Même l'année des Jeux, alors que c'est nous qui avons qualifié le bateau, la qualification n'est pas nominative. Donc, s'il y a un jeune qui déboule, qui s'intercale ou qui est devant nous aux sélections, il peut prendre potentiellement notre place. C'est la règle du jeu, elle est connue de tous. On en dit ce qu'on veut, mais voilà. Comme c'est clair pour tout le monde, elle est acceptée, si tu veux. Mais ça a donné parfois lieu à des... Bon.
à des épisodes sur le plan humain qui sont pas faciles à gérer, quoi. Donc, depuis, c'est devenu un choix, quoi. Au début, on me l'a un peu imposé, et puis aujourd'hui, je suis garanti que c'est la personne avec laquelle peut aller le plus haut. Oui, donc ce qui veut dire que si vous voulez aller au jeu tous les deux avec cette embarcation, il faut que vous restiez toujours tous les deux au top. S'il y en a un de vous deux qui fait 3 ou 4 à l'échelle internationale, le bateau peut être remodelé avec le deuxième. Exact. Ouais. Alors là, on a un a priori positif, on va dire, puisqu'on a été champion d'Europe, champion du monde en 2018. Donc on a ça compte un peu. Ça compte un peu, mais je sais pas, moi, ça n'arrivera pas. Mais si mon niveau il s'écroule pour X ou X raison ou blessure, tu vois, oui, ils sont autorisés entre guillemets à remodeler le bateau comme ils veulent. Ouais. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'il soit performant, quoi. Donc ils mettront sans trop d'état d'âme les meilleurs dedans. Ce qui, d'un côté, peut se comprendre. D'un autre côté, quand tu nourris un projet pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans pour préparer les JO et que tu as un couple fort qui qualifie une embarcation et qui potentiellement est médaillable, c'est un peu difficile à entendre que quelques mois avant, on te dise bon, bah finalement, tu as eu un coup de moins bien ou tu as eu une blessure, on va prendre Pierre plutôt que Marc. Voilà, salut. C'était sympa. Mais c'est quand même très risqué parce que même dans votre démarche, tu l'as dit, avec Hugo, vous êtes un couple sportif et vous, même dans votre budget sportif, même dans votre manière de vous entraîner, vous gérez tout à deux. Je ne sais pas si vous êtes un couple dans la vie, ceci ne nous regarde pas. Mais du coup, ça veut dire que s'il y en a un des deux qui est blessé ou qui est un peu moins performant, vous prenez quand même le risque que cette histoire vole en éclats. Ouais, et puis dans la façon dont tu le vends aux partenaires, ça a son importance aussi. Parce que rapidement, là, cette question, mais qu'est-ce qui nous garantit que c'est vous deux? Ouais. Ben, croyez-nous, on va être fort. Donc voilà, c'est toujours ouais, c'est sensible. Et puis concrètement, moi j'ai 50% de ma performance qui est dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi une démarche au début, tu mets du temps à le comprendre. Donc l'émulation c'est bien, mais s'écraser au quotidien pour savoir qui est le meilleur et rentrer dans ce conflit-là qui peut amener certaines performances individuelles, mais voilà, je serai fort s'il est fort, quoi. Ça, c'est vraiment un truc. Toute la complexité de notre sport, c'est que c'est à la fois aussi un sport individuel. Toute l'année, on s'entraîne tout seul, et c'est quand même un sport hyper collectif parce que voilà, ça tient à que dalle, à des petits détails, à des comme tous les sports, hein, mais à de la coordination, et puis il y a des choses qui sont moins quantifiables aussi. Enfin, il y a une multitude de facteurs, dont 50% dépendent du go. C'est beau, c'est risqué, c'est beau, mais ça montre encore une fois la résilience dont les sportifs de haut niveau font preuve. Allez, comme on va pas trop prendre de ton temps, juste avant de te laisser partir, j'aime bien poser 2 questions à mes invités. Si tu pouvais changer une chose dans ta vie de sportif, alors changer maintenant, ou si tu pouvais revenir en arrière et changer quelque chose que tu as fait, qu'est-ce que ça serait? Alors revivre, j'aimerais bien. Changer, je sais pas, parce que m'empêcher de faire certaines erreurs, je pense que ça serait pas une bonne chose. Je pense que c'est vraiment les erreurs qui m'ont amené là où je suis, et c'est en me confrontant à ces échecs-là. Ouais, on peut parler d'échecs, même si c'est un peu fataliste. Mais par contre, revivre des moments, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des moments d'euphorie, de médaille, de podium. Parce que ça a été la récompense. Mais les vrais moments fondateurs, c'est à l'inverse, c'est les pires coups durs, quoi. Alors ça fait un peu masochiste. Mais j'aimerais revenir, c'est un coup dur où tout s'est fait, quoi. Parce que ma progression, elle s'est faite vraiment par palier, par cran. Et dans ces moments-là, il y a des trucs qui se sont passés. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais il y a des sursauts, tu vois, à l'intérieur qui font que tu te rebelles un peu, quoi. Tu te rebelles et tu passes le cap. Alors moi, je me suis fait aider des gens extraordinaires. J'ai souvenir, c'est peut-être celui-là que j'aimerais revivre. Quand l'un de mes coachs, qui est devenu un ami, est venu me voir chez moi alors que j'étais au fond du seau dans cette période-là, très très dure période. Il vient chez moi et c'est pas du tout la tape sur l'épaule à laquelle on pouvait s'attendre. Il m'a mis plus bas que terre. Il m'a défoncé. Et je crois que j'ai rarement pris des claques comme celle-là. Il s'est levé, il est parti. Moi, je n'ai pas pu décrocher un mot.
Et c'est un moment qui a marqué vraiment un virage. Donc, c'est plus ces moments-là, quoi. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Je sais pas si tu as des enfants, mais moi, je vais avoir mon 4e bientôt. Et c'est à chaque fois ce que je dis aux enfants. Il faut tomber pour apprendre à se relever. Quand vous êtes né, vous saviez pas marcher. Maintenant, vous savez marcher, courir, faire du vélo, faire plein de choses. Donc, oui, vous allez tomber, mais il va falloir apprendre à se relever pour continuer à marcher. Ouais, complètement d'accord. Toujours un petit peu dans l'idée de revenir en arrière. Si tu pouvais te transformer en un tout petit Mathieu et te parler au Mathieu quand tu as découvert l'aviron. Donc, tu nous as dit que tu étais déjà un peu sportif, tu faisais déjà du vélo, du judo, foot, tennis, voilà. Plein de sports. Donc, un petit Mathieu qui te murmure à l'oreille un peu comme ta conscience. Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme meilleur conseil? Je veux dire, tu vas pas gagner grand-chose. C'est peut-être le moment de faire demi-tour. Par contre, si tu veux vivre une aventure humaine hors du commun, vraiment, je pense, un condensé de vie et rencontrer sur ton parcours de très belles personnes, t'es dans la bonne maison. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, pour toute cette franchise, pour tout ce que tu nous as livré. Je sais pas si tu voulais ajouter encore quelque chose. Non, écoute, merci pour ce temps d'échange, c'était super agréable. Bon courage pour ton initiative que je trouve très belle de donner cette parole au sport méconnu, au sport de l'ombre et aux coulisses finalement des champions. Écoute, bon courage pour ça. Content d'avoir partagé ce moment avec toi et merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine que c'est parce que vous l'avez apprécié. Et d'ailleurs, dites-le moi sur Apple Podcast. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet épisode, je vous invite à vous connecter à vestiaire.info. Et surtout, si vous avez des questions, en dehors des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest et autres, vous pouvez me contacter aussi en écrivant à podcast@vestiaire.info. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.